Donc, partant de ce qui a été dit au niveau du management, des styles de management et notamment du management participatif, comme quoi c'est un mode de management qui nécessite quand même un certain nombre de conditions, dont notamment la prédisposition des travailleurs à assumer les responsabilités et être créatif. Voyons maintenant dans quelle mesure les caractéristiques socio-culturelles spécifiques à un environnement limitent ou favorisent l'adoption d'un style de management moderne. Alors, c'est toujours, bien entendu, dans l'apport de la sociologie et de la psychologie au management. Ça veut dire qu'il faut tout d'abord comprendre l'environnement, comprendre le comportement des acteurs, comprendre le style de management, sur quoi il se base pour, bien entendu, développer un management efficace. Donc, toujours dans ce schéma-là, je vais essayer de faire un peu la présentation des caractéristiques de l'entreprise marocaine avant de conclure. Pour ce, je vais faire appel à un ouvrage collectif qui a été édité par le Centre d'études et de recherche des dirigeants marocains. C'est un ouvrage qui porte comme titre l'entreprise marocaine et la modernité. Il y a des apports, ce sont des études qui ont été réalisées sur le terrain et il met en exergue, il montre un peu les difficultés du management marocain à s'inscrire dans la modernité. Et par la même occasion, nous renseigner sur les problèmes qui se posent pour l'adoption d'un management moderne. Alors, je vais sélectionner quelques éléments de cet ouvrage qui concernent notamment le management de proximité, le rapport au fait et au réel, le rapport à l'autorité et au pouvoir, la légitimité de l'autorité hiérarchique et le rapport de l'individu à l'entreprise comme institution. Donc sur l'ensemble de ces éléments que je vais essayer de traiter chacun à part et avec plus ou moins de détails, sur l'ensemble de ces éléments-là, la culture marocaine présente un certain nombre de différences qui limitent un peu le développement d'un management moderne. Prenons par exemple la question des rapports interpersonnels et le management de proximité. Lorsqu'on parle de management participatif comme étant un mode de management adapté aux contraintes actuelles, comme ce qui a été dit par Likert, on parle en fait d'un management de proximité. Donc, faire confiance aux gens, les adhérer à la prise de décision, donc il faut être près de ces gens-là. Donc il faut être proche de ces gens-là. Donc c'est une forme de proximité qui se développe. Ce sont des relations interpersonnelles basées sur la confiance à l'intérieur d'un groupe et bien entendu ont été traitées par la psychologie sociale. Donc la question posée au niveau de la psychologie sociale, c'est de savoir comment les comportements individuels sont influencés par ceux des autres personnes.
Donc, le management doit tenir compte de cette caractéristique parce qu'une personne peut influencer le comportement d'une autre personne dans des situations de travail. Par exemple, la réaction des employés au sujet de la convivialité, là c'est une réaction qui diffère d'un contexte à l'autre. Donc on ne peut pas appliquer les mêmes règles du management partout dans tous les contextes. Donc il y a des différences qui tiennent effectivement au comportement des gens qui sont influencés par d'autres gens et dans des situations de travail. Prenons cette question-là et en se basant sur ce travail-là, on voit que dans les pays développés, les pays avancés, la convivialité c'est une pratique qui est assez courante. Donc toutes les occasions sont bonnes pour permettre à la hiérarchie, pour permettre aux responsables d'équipe, responsables de département d'entretenir des relations personnelles avec leurs collaborateurs parce que ces relations-là renforcent les liens, renforcent la communication, développent la confiance et par là même motivent les gens à travailler en équipe et influencent positivement le comportement des gens. Ces pratiques dans les pays développés sont possibles parce que la notion de proximité est tout à fait distincte de celle de familiarité. Donc la proximité dans les pays développés, c'est une notion qui ne signifie pas l'amitié et encore moins la familiarité. Donc ce sont deux notions-là, amitié et familiarité, qui relèvent du domaine privé, de la sphère privée. Par contre, chez nous, par exemple, cette notion de proximité, elle est proche de la question de familiarité. Donc, on est parfois, le management trouve des difficultés à réaliser la bonne distance, à trouver la bonne distance avec ses collaborateurs. C'est vrai, la société marocaine est une société conviviale par excellence, mais le management de proximité est difficile à pratiquer. Donc un responsable doit chercher toujours à trouver la bonne distance relationnelle avec ses subordonnés. Pourquoi? Parce que la proximité, s'il cherche la proximité, elle est facilement interprétée comme une sorte de recherche de complicité. Et la relation risque de basculer rapidement dans une familiarité qui n'est pas compatible avec l'exercice normal de la responsabilité hiérarchique. Donc, pourquoi? Parce que dans notre société-là, le modèle familial, il est toujours là. C'est un modèle qui est très prégnant et qui vient se superposer à la dimension du management et tend même à se substituer à elle. Donc, lorsqu'on tisse des liens de proximité au sein de nos organisations, le risque est fort de voir ces relations interprétées comme étant des relations familiales. Et à ce moment-là, le responsable n'a plus les ressources nécessaires et les moyens nécessaires pour assurer sa responsabilité et son commandement. Donc là, c'est un élément qui relève des contextes culturels généraux, donc c'est du domaine de la société et qui se répercute sur un mode de management
qui se traduit d'ailleurs par un mode de management et qui limite quelque part la mise en place d'un management moderne basé sur la proximité. Là, c'est le premier élément. Deuxième élément, il concerne le rapport au fait et au réel. Parler d'un management moderne, parler d'un management participatif, c'est avoir un rapport avec la réalité qui est un rapport basé sur objectif. Ça veut dire objectif, ça veut dire on prend des décisions sur la base de faits, ce qu'on appelle l'approche factuelle de prise de décision. Cette approche-là, cette approche factuelle, ne discute pas les faits, ne discute pas la réalité. Les faits, ils s'imposent. La réalité, c'est une réalité objective. Ce qu'on discute là, ce sont les décisions à prendre et les conséquences à en tirer. Là, c'est le domaine de la discussion. Donc, dans d'autres contextes, par exemple dans le contexte marocain, le rapport au réel, le rapport au fait, c'est un rapport qui est fantasmatique. Donc on n'accepte pas la réalité telle qu'elle est, mais on essaye de substituer à une réalité déplaisante, dans un sens ou dans un autre, un discours relatif à cette réalité. Donc notre culture est riche d'exemples qui montrent effectivement combien la réalité objective est plus ou moins masquée, niée. On a tendance à lui substituer un discours relatif à cette réalité. Et jamais nos décisions ne portent sur les faits et sur le réel, mais sur une réalité interprétée, et on reste dans des discussions sur la pertinence des faits et leur signification. Or, il fallait porter la discussion sur les décisions à prendre. Là aussi, c'est un problème qui est un problème sociologique. La notion du factuel ne va pas de soi, et ça met en difficulté la pratique d'un management moderne, un management efficace basé sur les décisions et sur l'évaluation des résultats des décisions. Un troisième élément très important qui a été cité dans cet ouvrage-là, c'est le rapport à l'autorité et au pouvoir. Le rapport à l'autorité au pouvoir, et là, elle traite le problème de la légitimité de l'autorité hiérarchique. Ce qu'on a vu dans le premier chapitre, ou le deuxième chapitre, c'est la question de la légitimité. Donc avec Max Weber, j'ai présenté les 4 sources de légitimité qui existent et qui ne posent aucun problème dans le management moderne. Dans d'autres situations, telles que celles décrites par cet ouvrage collectif-là, la légitimité elle-même, elle pose un problème. Par exemple, dans les entreprises des pays développés, l'exercice de l'autorité hiérarchique en ligne directe est considéré comme étant normal et ne soulève aucune objection. Donc les gens donnent une certaine légitimité à l'exercice de cette autorité-là, tant qu'elle s'exerce bien entendu avec fluidité et sans mépris. Donc celui qui dispose d'un pouvoir, celui qui dispose d'une autorité, ne l'exerce pas à titre personnel. Donc ça ne concerne pas sa personne, donc ce n'est pas sa propriété privée, mais par rapport à un statut et par rapport à une compétence. D'ailleurs, Fayol a parlé de cette question-là dans ces principes-là. Donc le principe hiérarchique, c'est un principe qui ne soulève aucune objection.
Et si vous demandez à une personne au sein de ces entreprises-là qui est votre directeur hiérarchique, il va vous désigner son chef d'équipe ou bien son responsable direct. Donc, sûrement, il ne va pas vous dire là c'est le directeur général de l'usine ou bien c'est le directeur, c'est le PDG, etc. Par contre, dans des situations où cette légitimité est posée comme question, lorsqu'on demande à une personne dans une organisation quel est par exemple votre chef hiérarchique, il va vous dire c'est le directeur général, donc c'est le directeur de l'usine. Et cette situation, elle est valable pour les ouvriers, les employés, les techniciens à la base, mais aussi elle est valable pour les cadres et les cadres intermédiaires. Mais si vous insistez vraiment, ils finiront sans doute par admettre l'existence de leur chef d'équipe ou de leur chef de service. Donc c'est une légitimité qui est entre parenthèses. On n'admet pas directement l'autorité hiérarchique, donc elle n'est pas évidente. Des chefs directs, des chefs hiérarchiques supérieurs, on attend en premier lieu la fraternité, donc on essaie d'être des gens d'une même famille. Et cette personne-là trouvera du mal à accepter l'autorité de quelqu'un qu'on considère comme étant un ami, comme étant un copain dans le travail. Donc là, c'est un problème. Et là, d'après cet ouvrage-là, c'est une conséquence de la situation culturelle générale, socio-culturelle générale de notre pays, où la famille a encore comme institution, elle est toujours présente, elle est toujours là. Alors, un autre élément qui a été traité dans cette étude-là, c'est un élément qui est en rapport avec le pouvoir et la responsabilité. Ce qu'on a vu dans les facteurs de satisfaction, la responsabilité, seulement cette responsabilité, j'ai dit auparavant, elle doit être liée à l'existence d'un pouvoir. Donc responsabilité sans pouvoir, c'est pas une responsabilité. Donc poser des questions, évaluer un responsable sans lui donner les moyens d'exercer cette responsabilité, donc c'est un non-sens. Et encore, donner du pouvoir à une personne sans responsabilité, là encore c'est un non-sens. Donc responsabilité et pouvoir, responsabilité et autorité sont deux éléments qui doivent aller de pair pour une performance, pour une efficacité du management. Alors cette question-là dans les entreprises développées, c'est une question qui est résolue. Là où il y a le pouvoir, il y a la responsabilité. Là où il y a la responsabilité, il y a le pouvoir. Mais dans un certain contexte, et l'étude parle des contextes marocains, il coexiste parfois chez la même personne beaucoup de pouvoir et peu d'autorité et de responsabilité. Autrement dit, les gens aiment le pouvoir, mais ils fuient les responsabilités. Ils aiment le pouvoir parce que le pouvoir, il donne un certain statut, un certain nombre d'avantages. Il permet de réaliser un certain nombre d'objectifs personnels en termes de motivation, en termes de réalisation de soi, etc. Mais il fuit la responsabilité parce que la responsabilité,
exige l'évaluation, exige la sanction, soit positive, soit négative. Donc là, c'est un fait qui est un fait établi et c'est un fait qui pose des problèmes dans l'entreprise marocaine. Donc, pas toutes les entreprises, il y a des exceptions certes, mais la majorité des cas sont caractérisés par cette réalité-là. Ensuite, il y a le rapport de l'individu à l'entreprise comme institution. Donc, dans toutes les entreprises des économies développées, des économies avancées, on trouve des individus qui sont clés, c'est-à-dire des personnes qui, par la nature de leur contribution, leur valeur humaine, leur expérience professionnelle, leurs compétences par exemple distinctives, sont des personnes qui sont réputées comme étant indispensables au sens où leur départ éventuel serait un coup dur pour l'entreprise. Ce sont des personnes qui sont des personnes clés, des personnes indispensables. Leur charisme peut-être, leur qualité humaine, leur professionnalisme, leurs compétences, etc. sont essentiels pour la bonne marche de l'entreprise. Cela dit, quand ces personnes s'en vont, on les regrette, certainement, mais la vie, elle continue. Il y aura certainement une perte palpable, réelle. Il y aura un vide à combler. Il y aura de nouveaux efforts à fournir, mais le système social en tant que tel va rester ce qu'il est, donc il ne va pas changer. Donc le système social dans ces situations-là, l'organisation comme système social, comme organisme social, ne semble pas profondément affecté par cet événement. Il y a une redistribution des cartes, donc il y a de nouveaux jeux, mais le jeu reste le même. Donc le jeu ne va pas changer, mais on va redistribuer les cartes. Là, c'est le rapport de l'individu à l'entreprise comme une institution. Dans les entreprises marocaines, et partant de ces études-là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque certainement qu'il y a aussi là des personnes influentes, des personnes clés au sein de l'entreprise, des personnes qui constituent la poutre maîtresse, la poutre maîtresse qui porte tout l'édifice de l'entreprise. Et ces personnes-là peuvent se situer à différents niveaux de la hiérarchie de l'entreprise. Donc ce sont des personnes qui peuvent être très compétentes, des qualités personnelles rien à dire, respectées par les équipes, qui jouent parfois des rôles pédagogiques, qui donnent des avis, cette personne peut être un cadre, un technicien, un directeur, mais lorsqu'elle s'en va, c'est une perte certes, mais le problème c'est que c'est l'édifice qui risque de s'écrouler parce que finalement cette personne constitue la poutre de l'établissement, de l'institution, de l'organisme social, etc. Donc tellement cette personne est importante, tellement cette personne est clé pour la marche de l'entreprise, jusqu'à ce que son départ va constituer l'effondrement de cet édifice. Donc c'est le système lui-même qui est remis en cause. Donc à chaque changement de dirigeant, on associe souvent un cortège déplaisant de chasse aux anciens, et surtout dans les grandes organisations, ce qui induit un état de fragilité et de précarité de l'entreprise ou de l'organisation
qui empêche d'intégrer et de capitaliser sur les acquis du passé. Donc on oublie le passé, chasse à l'homme, donc c'est pas une redistribution des cartes et le jeu va rester le même, mais c'est le jeu en lui-même qui va changer. Donc si on jouait les cartes, on va jouer du football. Donc chasse aux anciens, de nouvelles règles de jeu, c'est tout l'édifice qui s'est écroulé. Donc ça c'est parmi quelques éléments qui ont été cités dans cet ouvrage. C'est un ouvrage qui est très riche. Il y en a pas mal je dirais une douzaine de cas qui montrent effectivement les particularités de l'entreprise marocaine, induites par la culture ambiante, bien entendu, mais qui limitent malheureusement l'application d'un management moderne. Cela pour dire quoi? Pour dire en conclusion que le management finalement c'est quoi? On dit que le management c'est un art. Certains disent que c'est une science. Alors, pour moi, l'art, c'est l'œuvre d'un artiste. Je pense que le manager, ce n'est pas un artiste. C'est une personne qui applique des règles. C'est une personne qui sanctionne. Un artiste ne sanctionne pas. C'est une personne qui écoute, bien entendu. C'est une personne qui vise des objectifs, qui a une stratégie, qui met en place des tactiques. Il affronte, donc il négocie. Là, de ce point de vue, je pense que le management, c'est pas tout à fait un art. Est-ce qu'il est une science? Je pense là aussi qu'une science a son objet, a sa méthodologie, a ses outils. Le management, c'est un amalgame de sciences, et peut-être ce qui explique le côté scientifique du management, c'est l'apport de la sociologie, c'est l'apport de la psychologie, c'est l'apport de l'économie. Donc il y a plusieurs contributions de plusieurs sciences, mais est-ce que ça fait pour autant une science à part entière? La question reste posée. Moi je préfère parler du management comme étant une discipline. C'est une discipline au sens où il a des règles de conduite, donc ce sont des règles de conduite afin de mener à bien un collectif, une collectivité, une organisation vers la réalisation des objectifs. Ce management-là, comme étant une discipline, il a évolué dans le temps. Il a évolué dans le temps, mais la question fondamentale n'a pas évolué et consiste à savoir comment diriger les gens, comment les amener à adhérer aux objectifs de l'entreprise. D'un point de vue sociologique, on peut dire que le management, c'est le pilotage de l'action collective. D'ailleurs, ce qui a été montré par l'analyse sociologique, c'est que les travailleurs au sein d'une organisation, d'une entreprise, il faut les considérer comme des acteurs qui mettent en œuvre un jeu des acteurs, et le management, c'est comment piloter cette action collective et l'amener vers la réalisation des objectifs de l'entreprise. Un problème se pose, puisque la question elle est la même. Comment amener les gens à adhérer aux objectifs de l'entreprise? Et c'est ça la question fondamentale. Le problème c'est quoi? C'est que dans un contexte de l'organisation scientifique du travail, dans un contexte taylorien, le contrôle pour la réalisation des objectifs, c'est un contrôle qui a été inscrit dans l'organisation même de l'entreprise. Donc il y a la séparation des tâches. Donc il y a des responsables qui pensent, et il y a des exécutants qui font la tâche. Il y a le contrôle, il y a la sanction. Et tout ça c'est inscrit dans l'organisation.
le travail à la chaîne avec Ford, là aussi c'est la chaîne qui dicte le rythme du travail, c'est la chaîne qui sanctionne, c'est la chaîne qui fait l'évaluation, etc. Là aussi le contrôle, dans cette organisation, dans ce management classique, le contrôle est inscrit dans l'organisation elle-même. Or, ce qu'on a vu là dans le chapitre introductif, c'est que l'environnement il a changé. Les gens n'acceptent plus de travailler dans ces conditions-là. Tout simplement parce que la productivité elle a commencé à diminuer. La productivité elle a commencé à diminuer, donc le management doit s'adapter aux nouvelles conditions. Le management doit s'adapter aux nouvelles conditions. Alors, puisqu'il n'est plus possible d'inscrire le contrôle, la sanction et le commandement dans l'organisation même de l'entreprise, qu'est-ce qu'on cherche à faire? Le management cherche à inscrire ce contrôle et cette évaluation, à la faire déplacer, si vous voulez, de la sphère organisationnelle et la rattacher à l'individu en lui-même. Par exemple, lorsque McGregor Douglas parle de l'autocontrôle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne en elle-même doit être son propre contrôleur. Ce qu'on voit actuellement avec le management participatif, faire participer les gens, responsabiliser les gens, c'est leur donner quelque part des indicateurs de réalisation, enfin, des indicateurs de performance et les rendre elles-mêmes des personnes qui font leur propre contrôle. Donc le management finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché tout au long de son histoire à répondre à une question fondamentale. Seulement la méthodologie pour répondre à cette question elle a évolué tout au long de cette histoire-là. Donc ça c'est quelques éléments de la conclusion et on va aborder en détail ces éléments-là dans la deuxième partie de ce cours qui concerne les outils du management. Et merci.